Le soleil matinal inondait le bureau d'Henri Chevalier par la large baie vitrée qui dominait l'avenue des Champs-Élysées. À 42 ans, il était considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays, avec un empire qui s'étendait de la technologie aux infrastructures. Mais à cet instant, assis dans son fauteuil en cuir italien, Henri ne se sentait pas puissant. Ses yeux rougis fixaient le cadre en argent sur son bureau, où le sourire édenté de Mélissa, sa fille de 8 ans, semblait se moquer de son impuissance. 3 mois. 90 jours depuis qu'elle avait disparu sans laisser de traces. Le souvenir le tourmentait encore avec une clarté cruelle. Ce week-end au domaine familial en Provence aurait dû être spécial. Patricia, son épouse depuis 5 ans, avait insisté pour qu'ils aillent célébrer son anniversaire dans la propriété rurale héritée de son défunt premier mari. Henri avait accepté, espérant que le voyage rapprocherait la fillette de sa belle-mère, une relation qui avait toujours été cordiale, mais distante. Le samedi matin, après le petit déjeuner, Mélissa avait demandé la permission d'explorer le verger au fond du domaine. Patricia avait proposé de l'accompagner, mais la fillette avait insisté pour y aller seule, comme toujours. Henri se souvenait encore du baiser qu'il avait reçu sur le front, de ses pas légers descendant la terrasse en bois, de sa tresse se balançant tandis qu'elle courait en direction des platanes centenaires. Elle n'était jamais revenue. Les recherches avaient mobilisé la gendarmerie, les pompiers, les voisins et même des bénévoles des villages voisins. Ils avaient ratissé chaque centimètre carré de la propriété de 200 hectares. Ils n'avaient trouvé qu'un ruban à cheveux bleus, près d'un ruisseau à la lisière d'une forêt dense. Les experts avaient suggéré que Mélissa aurait pu se perdre dans la végétation épaisse et être emportée par le courant après une chute. Pas de corps, pas de preuves concrètes, seulement des suppositions douloureuses et un vide impossible à combler. Henri s'était plongé dans le travail pour échapper à la douleur, mais la concentration l'avait abandonné. Des contrats importants avaient été perdus, des réunions annulées. Son frère cadet, Luc, avait progressivement pris les rênes de l'entreprise, prétextant qu'Henri avait besoin de temps pour se remettre. Patricia était devenue sa seule ancre émotionnelle, s'occupant de lui avec un dévouement presque maternel, préparant ses repas, organisant sa routine, éloignant les visites importunes. Un contact doux sur son épaule le tira de ses souvenirs. Patricia était là, élégante dans son tailleur crème, ses cheveux blonds attachés en un chignon impeccable. Elle déposa une tasse de thé fumant sur la table et lui caressa le visage avec une tendresse étudiée. « Henri, il faut que tu manges quelque chose. Ça fait 2 jours que tu touches à peine à la nourriture. » Il détourna le regard, incapable de supporter la compassion dans ses yeux. « Je n'ai pas faim, Patricia. Je sais que c'est difficile, mon amour. Mais tu dois prendre soin de toi. Mélissa n'aimerait pas te voir comme ça en train de dépérir. » Le nom de sa fille dans sa bouche sonnait toujours étrange. Patricia n'avait jamais montré une véritable affection pour la fillette. Une tolérance polie peut-être, une cordialité formelle. Mais de l'amour? Henri n'avait jamais perçu d'amour sincère dans cette relation, bien qu'il se le reprochât. C'était peut-être juste le deuil qui déformait sa perception. « Je vais essayer », murmura-t-il, prenant la tasse plus par obligation que par envie. « Parfait. Et n'oublie pas, ce soir Luc vient dîner. Il veut discuter des contrats pour l'expansion dans le sud-ouest. Il a besoin de ta signature sur quelques documents. » Henri hocha vaguement la tête. Luc, son petit frère, toujours dans l'ombre de son succès, assumant maintenant le rôle de premier plan qu'Henri ne pouvait plus tenir. Il y avait quelque chose dans les sous-entendus des conversations récentes entre Luc et Patricia qui le dérangeait, mais il n'arrivait pas à identifier quoi exactement. C'était peut-être de la paranoïa, ou peut-être que la douleur aiguisait ses instincts. Après le départ de Patricia, Henri porta la tasse à ses lèvres. Le thé avait un goût amer, légèrement différent de d'habitude. Il fronça les sourcils, mais buccant, même. Ces derniers mois, tout semblait avoir un goût de cendre. Son portable vibra. Encore un message de condoléances d'un homme d'affaires du secteur. Henri l'ignora. Les mots de réconfort avaient perdu leur sens des semaines auparavant. Rien ne pourrait combler le vide que Mélissa avait laissé. Pendant ce temps, à 300 kilomètres de là, dans une maison modeste cachée au milieu des champs de lavande, dans la campagne d'un petit village provençal, Mélissa Chevalier se réveillait en sursaut. La chambre était petite, avec des murs décrépits
et une unique fenêtre à barreaux qui laissait à peine entrer la lumière. La fillette s'assit sur le matelas fin, serrant ses genoux contre sa poitrine. Ses cheveux bruns, autrefois toujours bien coiffés par son père, tombaient maintenant en désordre sur ses épaules. Sa robe, la même que celle qu'elle portait le jour de sa disparition, était sale et froissée. Elle savait où elle était, elle savait qui l'avait amenée ici, et, plus important encore, elle savait pourquoi. La porte grinça. Mélissa se recroquevilla instinctivement lorsque la femme entra. Ce n'était pas une inconnue, c'était Célia, l'ancienne gouvernante du domaine de Patricia, une femme d'une 50aine d'années, au visage marqué par le soleil et aux mains calleuses. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas de méchanceté, seulement une tristesse profonde, et quelque chose que Mélissa avait appris à reconnaître. La peur. « Je t'ai apporté ton petit déjeuner, petite, » murmura Célia, déposant un simple plateau sur la petite table en bois. « Il y a des tartines beurrées et un jus d'orange. » Mélissa ne bougea pas. « Célia, est-ce que mon père sait que je suis ici ?» La femme détourna le regard, ses mains tremblant légèrement. « Tu sais que je ne peux pas parler de ça, mon enfant. Il doit beaucoup souffrir. » Mélissa sentit les larmes lui brûler les yeux. « Il pense que je suis morte, que je me suis perdue dans la forêt. » Célia ferma les yeux un instant, comme si elle luttait contre un poids invisible. « Je suis désolée, Mélissa. Vraiment désolée. Mais si je ne fais pas ce qu'on m'a ordonné, ils feront du mal à ma famille. Mon petit-fils a le même âge que toi. Ils ont dit que... » Sa voix se brisa. Mélissa comprit. Célia n'était pas la méchante. Elle n'était qu'une pièce de plus dans un jeu cruel que la fillette ne comprenait pas encore entièrement. « Je ne vais pas m'enfuir, dit doucement Mélissa. Pas aujourd'hui. Mais un jour, Célia, je retournerai auprès de mon père, et je découvrirai pourquoi ils m'ont fait ça. » Célia hocha la tête en silence et sortit, fermant la porte à clé avec soin. De nouveau seule, Mélissa alla à la fenêtre. À travers les barreaux, elle pouvait voir l'horizon verdoyant des champs. Quelque part au-delà de ces collines, son père était vivant, respirant, existant sans savoir qu'elle l'était aussi. Cette pensée était à la fois un couteau et un réconfort. Elle ne comprenait pas entièrement les bribes de conversation qu'elle avait entendues avant d'être amenée ici. Quelque chose à propos d'héritage, de papier, d'un empire qui vaudrait plus sans elle sur le chemin. C'étaient des mots d'adultes, complexes, pleins de sous-entendus. Mais une chose que Mélissa savait avec une certitude absolue, Patricia était impliquée, et probablement Luc aussi. Le souvenir du dernier regard que sa belle-mère lui avait jeté avant que tout ne s'assombrisse ce jour-là au domaine la hantait encore. Ce n'était pas un regard d'inquiétude, c'était un regard de satisfaction froide, de mission accomplie. Mélissa serra ses petits poings. 8 ans ne l'empêcheraient pas d'être intelligente. Elle observerait, écouterait, apprendrait. Et quand le moment serait venu, elle trouverait un moyen de revenir. Parce qu'Henri Chevalier devait savoir la vérité. Et ce serait elle qui la lui raconterait. De retour à Paris, le dîner commençait dans le penthouse d'Henri. La table en acajou était dressée avec une élégance superflue pour seulement 3 personnes. Luc était arrivé ponctuel, avec sa mallette en cuir et son sourire confiant. Patricia avait tenu à préparer personnellement les plats préférés d'Henri, un geste qui aurait dû le toucher, mais qui ne faisait qu'intensifier l'étrange sensation qui le poursuivait. « Il faut qu'on parle de la fusion avec Innovatech », commença Luc en se servant du vin. « C'est une opportunité unique, mais elle exige une décision rapide. Ton vote en tant qu'actionnaire majoritaire est essentiel. » Henri piqua la nourriture dans son assiette. « Tu sais que je fais confiance à ton jugement, Luc. Il ne s'agit pas de confiance, mon frère. Il s'agit de l'avenir de l'entreprise, de ton avenir. » Les yeux de Luc brillèrent d'une lueur qu'Henri ne parvint pas à déchiffrer. « Avec tout ce qui s'est passé, il est peut-être temps que tu envisages de me déléguer plus de responsabilités, officiellement. » Patricia toucha la main d'Henri. « Il a raison, chérie. Tu as besoin de temps pour te remettre. Laisse Luc s'occuper des affaires. Je m'occupe de toi. » Henri les regarda tous les deux, son frère, sa femme, les personnes en qui il avait le plus confiance. Alors pourquoi chaque fibre de son être hurlait-elle que quelque chose n'allait pas? « Je vais y réfléchir, » répondit-il en repoussant son assiette à peine touchée. Mais tandis que Luc et Patricia échangèrent des regards rapides par-dessus la table, Henri prit une décision silencieuse.
Il allait enquêter. Discrètement. Parce qu'aucun père ne se repose tant qu'il y a la moindre possibilité que sa fille soit encore en vie. Et Henri Chevalier commençait à peine à soupçonner que Mélissa n'était pas perdue. Elle était cachée, et il découvrirait par qui. La nuit trouva Henri éveillé, assis dans sa bibliothèque privée. Autour de lui, des étagères en acajou gardaient des décennies de souvenirs d'entreprise, mais son attention était tournée vers une simple boîte en carton qu'il avait sortie du placard. À l'intérieur, des photos de Mélissa à différents âges, des dessins qu'elle avait faits à l'école, un cahier rose où elle notait ses rêves d'enfant. Il prit une photo prise 2 mois avant la disparition. Mélissa souriait à côté de Patricia lors d'un déjeuner dominical. La fillette semblait mal à l'aise, le sourire n'atteignait pas ses yeux. Comment n'avait-il pas remarqué cela avant? Ou peut-être l'avait-il remarqué et avait-il choisi de l'ignorer, confiant que le temps rapprocherait belle-mère et belle-fille? Le téléphone vibra. Un message de Robert Durand, son avocat et ami de longue date. Henri l'avait appelé quelques heures plus tôt, lui demandant une faveur délicate. Enquêter discrètement sur les récents mouvements financiers de Luc et Patricia. Robert était de la vieille école, digne de confiance comme peu de gens. Le message était bref. « Il faut que je te voie, en personne. Demain, 10 heures, à mon bureau. Viens seul. » Henri sentit son estomac se nouer. Robert n'était pas du genre dramatique. S'il demandait le secret, il y avait une raison. « Henri ?» La voix de Patricia résonna depuis le couloir. « Tu ne viens pas te coucher ?» Il rangea rapidement le téléphone et ferma la boîte. « Je n'y arrive pas. Je me remémorais des souvenirs. » Patricia entra, vêtue d'un peignoir en soie blanche, ses cheveux dénoués encadrant son visage. Elle était belle, Henri ne pouvait le nier. Il l'avait rencontrée lors d'un événement caritatif 3 ans après la mort de Clara, sa première femme. Patricia était veuve aussi, compréhensive, élégante, exactement le genre de personne que la société s'attendait à ce qu'il choisisse. Le mariage s'était fait trop vite, il s'en rendait compte maintenant. 6 mois de relation, une cérémonie discrète, et Mélissa avait gagné une belle-mère qu'elle n'avait jamais demandée. « Tu dois te reposer, » dit Patricia en s'approchant. « Ces insomnies s'aggravent. Peut-être devrions-nous augmenter la dose du médicament que le docteur Auguste a prescrit. »« Je ne veux plus de médicaments, » répondit Henri plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Je veux des réponses. »« Des réponses sur quoi ?»« Sur Mélissa. Sur pourquoi on n'a jamais retrouvé le corps. Sur pourquoi j'ai abandonné les recherches si facilement. » Patricia soupira s'asseyant à côté de lui. « Henri, nous n'avons pas abandonné. La gendarmerie a fait tout ce qu'elle pouvait. Tu sais que la forêt est dangereuse, que les animaux sauvages... » « Arrête. » Il leva la main. « Arrête, c'est tout. » Le silence qui suivit fut dense. Patricia étudia son visage comme si elle calculait son prochain coup. Finalement, elle lui toucha le visage avec une tendresse fabriquée. « Je veux seulement que tu ailles mieux, que tu redeviennes l'homme fort que j'ai connu. » Henri se dégagea de son contact. « Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. J'ai besoin d'espace. » Le masque de Patricia glissa une fraction de seconde, révélant quelque chose de froid dans ses yeux. Mais elle se reprit rapidement. « Comme tu voudras, chérie. » Alors que Henri se dirigeait vers la chambre d'amis, il ne vit pas le sourire qui se dessina sur les lèvres de Patricia dès qu'il eut le dos tourné. Il ne remarqua pas non plus qu'elle prit son téléphone et tapa rapidement. Il se méfie. Il faut accélérer. Le lendemain matin, Henri se réveilla en se sentant étrangement mieux. Sa tête était plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Il réalisa qu'il n'avait pas pris le thé que Patricia insistait pour lui préparer tous les soirs. Coïncidence? Il décida de tester une théorie. Au petit déjeuner, il accepta le jus d'orange qu'elle lui offrit, mais en versa discrètement la moitié dans le pot de la plante près de la table, pendant qu'elle répondait à un appel. « Je dois aller au bureau régler quelques affaires », annonça Henri en prenant ses clés de voiture. « Tu veux que Luc vienne avec toi ?» demanda Patricia un peu trop vite. « Non, j'y vais seul. » Le bureau de Robert Durand se trouvait dans un immeuble élégant à la Défense. Henri entra par le garage, évitant les caméras et les regards curieux. L'avocat l'attendait, porte fermée, avec un dossier marron sur la table. « Assieds-toi, Henri. Tu vas en avoir besoin. » Robert était un homme de 60 ans, aux cheveux grisonnants et au regard perspicace, qui décelait les mensonges d'entreprise depuis des décennies. Il ouvrit le dossier et étala des documents sur la table. « Tu m'as demandé d'enquêter sur des mouvements financiers.
J'ai trouvé des choses auxquelles je ne m'attendais pas. » Henri se pencha en avant, le cœur battant la chamade. Au cours des 6 derniers mois, Luc a créé 3 sociétés offshore, toutes avec Patricia comme cosignataire. Ils ont déplacé des sommes substantielles, transférant des actifs de ta holding principale vers ses comptes. C'est illégal? Techniquement, non. Tu as signé des procurations donnant de larges pouvoirs à Luc pendant ton deuil. Il s'en sert. Robert fit une pause. Mais il y a plus, Henri. Beaucoup plus. Continue. J'ai commencé à enquêter sur le passé de Patricia. Son premier mari n'est pas mort de cause naturelle, comme elle l'a affirmé. Il y a eu une enquête. Des soupçons de manipulation financière, d'implication dans une affaire de fraude immobilière. Ça n'a jamais été prouvé, mais l'homme est décédé subitement 1 mois avant de pouvoir témoigner contre ses associés. Henri sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et Luc? Ton frère est endetté jusqu'au cou. Le jeu de mauvais investissement, un style de vie que son salaire dans l'entreprise ne peut pas soutenir. Il avait désespérément besoin de ta fortune. La pièce se mit à tourner. Henri s'agrippa à la table. Mélissa, tu penses qu'il... Robert posa une main sur l'épaule de son ami. Je n'ai pas de preuves, mais mon instinct me dit que tu dois enquêter à nouveau sur sa disparition. Cette fois, sans faire confiance à personne lié à Luc ou Patricia. Henri hocha la tête, son esprit travaillant à une vitesse frénétique. J'ai besoin d'un détective privé, le meilleur qui soit. J'ai déjà pris les devants. Robert fit glisser une carte sur la table. Jeanne Moreau, ancienne inspectrice de la police judiciaire, spécialisée dans les cas complexes. Elle attend ton appel. En quittant le bureau, la carte en poche, Henri ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. De l'espoir mêlé à de la fureur. Si Luc et Patricia avaient fait quelque chose à Mélissa, il les détruirait tous les deux. Mais il lui fallait d'abord des preuves concrètes. En Provence, Mélissa était assise par terre dans sa chambre, dessinant dans un vieux cahier que Célia lui avait donné. Elle dessinait l'hôtel particulier de Paris, le jardin où elle jouait, le bureau de son père. Chaque détail était une façon de garder le souvenir vivant, de ne pas oublier qui elle était. La porte s'ouvrit. Célia entra avec une expression inquiète. « Mélissa, je dois te dire quelque chose. Mais tu dois promettre de rester tranquille, quoi que tu entendes. »« Je le promets. » Célia s'assit à côté d'elle, la voix basse. « Hier soir, la patronne a appelé. Elle a dit que les choses se compliquaient à Paris, qu'il devrait peut-être te déplacer ailleurs, plus loin. » La panique monta dans la gorge de Mélissa. « Plus loin? Où ça? »« Je ne sais pas. Mais je l'ai entendu dire que M. Henri posait des questions, qu'il enquêtait. » Elle était nerveuse. Le cœur de Mélissa s'emballa. « Papa me cherche? Il ne croit pas que je suis morte ?» Célia serra les petites mains de la fillette. « Je ne devrais pas te raconter ça, mais tu es une enfant, et tout ça est mal, très mal. Si je pouvais faire autrement... »« Tu le peux, » l'interrompit Mélissa, les yeux brillants. « De détermination. Célia, tu peux m'aider à envoyer un message à mon père, quelque chose qui prouve que je suis vivante. Petite, s'ils le découvrent, ils feront du mal à mon petit-fils. Ils ne le découvriront pas. » Mélissa lui serra les mains. « S'il te plaît, juste une lettre, ou un mot, n'importe quoi. J'écris et tu le laisses quelque part où mon père pourra le trouver. Un endroit que lui seul connaît. » Célia ferma les yeux, partagée entre la peur et sa conscience. Finalement, elle acquiesça. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Mélissa prit le cahier et arracha une page avec soin. Elle commença à écrire d'une écriture enfantine mais ferme. « Papa, je suis vivante. Ne me cherche pas encore. Il te surveille. Fais-toi confiance. Souviens-toi de notre endroit secret. Tamel. » Elle plia le papier et le tendit à Célia. « Notre endroit secret, c'est un arbre dans le jardin de la maison. Il y a un cœur gravé sur le tronc. Dans le creux de l'arbre, on gardait des messages l'un pour l'autre. Si vous pouviez mettre ça là-bas. » Célia prit le papier, les mains tremblantes. « Je vais essayer. J'ai une cousine qui fait le ménage dans un immeuble près de la maison. Je peux lui demander de le laisser là quand elle ira voir sa sœur qui habite dans le quartier. »« Merci, » murmura Mélissa en serrant la femme dans ses bras. « Tu es bonne. Je sais que tu l'es. » Après le départ de Célia, Mélissa retourna à la fenêtre. L'espoir était une petite flamme, mais suffisante pour la réchauffer. Son père cherchait. Il ne l'avait pas abandonnée. Et maintenant,
Si tout se passait bien, il saurait la vérité. De retour à Paris, Henri était chez lui lorsque son portable sonna. Numéro inconnu. Allô? Monsieur Chevalier, ici Jeanne Moreau. Robert Durand m'a donné votre contact. La voix était ferme, professionnelle. Henri sentit un étrange soulagement. J'ai besoin de vos services. Je suis en route. On peut se voir dans 1 heure. Il y a un café discret sur la rue de Rivoli. J'y serai. Henri raccrocha et regarda autour de lui. Patricia était à la salle de sport, Luc en réunion. Il avait le temps. Il prit ses clés et sortit silencieusement. Il ne le savait pas encore, mais dans quelques heures, un morceau de papier plié allait tout changer. Car pendant qu'il rencontrait Jeanne, la cousine de Célia entrait discrètement dans le jardin de l'hôtel particulier des Chevaliers, à la recherche d'un arbre avec un cœur gravé. Et à l'intérieur, elle déposait l'espoir d'une fillette de 8 ans qui refusait de disparaître. Le café de la rue de Rivoli était discret, fréquenté par des étudiants et des artistes, loin des cercles sociaux d'Henri. Jeanne Moreau était déjà assise à une table au fond quand il arriva. C'était une femme de 35 ans, cheveux sombres attachés en queue de cheval, un regard attentif qui ne manquait aucun détail. Elle portait un jean et une veste en cuir, rien de tape à l'œil. « Monsieur Chevalier », salua-t-elle en lui serrant la main fermement. « Henri, s'il vous plaît. Monsieur Chevalier me fait sentir plus vieux que je ne le suis. » Un léger sourire traversa son visage. « Henri, alors. Robert m'a fait un résumé de la situation. Disparition de votre fille il y a 3 mois, soupçons sur votre femme et votre frère. Mais j'ai besoin de l'entendre de votre bouche. Depuis le début. » Henri raconta tout. Le week-end au domaine, la disparition de Mélissa, les recherches infructueuses, les changements de comportement de Luc et Patricia, les documents que Robert avait découverts. Jeanne écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles dans un petit carnet. « Vous pensez que votre fille pourrait être en vie ?» demanda-t-elle directement. Henri prit une profonde inspiration. « Ma tête dit que non, que c'est impossible. Mais mon cœur me dit que je le saurais si elle était morte, que je le sentirais. Et je ne le sens pas. Je sens seulement un vide. » Jeanne hocha la tête. « J'ai vu beaucoup de cas, Henri, et j'ai appris à faire confiance à l'instinct des parents. Je vais enquêter comme si elle était vivante et cachée. Si je me trompe, au moins nous aurons la certitude. Si j'ai raison, » elle fit une pause. « Nous la ramènerons. Par où commencez-vous ? Par le domaine. Je dois y aller. Refaire ses pas, parler à ceux qui étaient de présents ce jour-là. Votre femme fréquente-t-elle encore la propriété ? Rarement. Elle dit que ça lui rappelle de trop douloureux souvenirs. » Jeanne nota quelque chose. Intéressant. Et les employés qui y travaillaient? La plupart ont été licenciés après l'incident. Patricia a dit qu'elle ne pouvait pas continuer à faire tourner le domaine. Encore plus intéressant, Jeanne ferma son carnet. J'aurai besoin des noms, des adresses, de tout ce que vous avez sur ces personnes. Et il faut que vous continuiez à agir normalement. Vous ne devez pas éveiller les soupçons. Ça va être difficile. Chaque fois que je regarde Patricia, je ressens de la colère. Alors utilisez cette colère à votre avantage. Observez. Notez les conversations. Cherchez les incohérences. Vous êtes un homme d'affaires. Vous savez comment prendre les gens en flagrant délit de mensonge lors de négociations. Appliquez. Cela ici. » Henri acquiesça, se sentant utile pour la première fois depuis des mois. Combien de temps cela peut-il prendre? Ça dépend de ce que je trouverai. Mais je vous promets une chose. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas de réponse. Après la réunion, Henri rentra chez lui plein d'énergie. Il entra par la porte principale et trouva Luc dans le salon, buvant un whisky comme s'il était chez lui. « Henri, je pensais que tu te reposais. Je suis sorti prendre l'air. Parler à Robert de quelques affaires en suspens. » Les yeux de Luc se plissèrent imperceptiblement. Des affaires que je devrais connaître, des questions personnelles, rien à voir avec l'entreprise. Patricia descendit les escaliers à ce moment-là, vêtue d'une robe bleue qu'Henri lui avait achetée des mois auparavant. Elle était particulièrement apprêtée pour une soirée à la maison. « Chérie, je ne savais pas que tu étais rentrée. J'ai préparé ton plat préféré, un bœuf bourguignon comme tu l'aimes. » Henri força un sourire. « Quelle gentillesse, mais je n'ai pas très faim. »« Tu dois manger, Henri, » intervint Luc en se servant un autre whisky. « Tu maigris trop. Tu as besoin d'énergie pour quand tu reprendras les rênes de l'entreprise. »« S'il les reprend, » corrigea doucement Patricia
en touchant l'épaule d'Henri. Nous ne voulons pas lui mettre la pression. Quand? Répéta Luc en l'ignorant. Il les reprendra, n'est-ce pas, mon frère? Henri observa la tension subtile entre eux. Il y avait des fissures dans la façade. Peut-être pourrait-il les exploiter. En fait, j'y ai pensé. Vous avez peut-être raison. Je dois commencer à m'impliquer davantage. Luc, et si on organisait une réunion la semaine prochaine? Je veux revoir tous les contrats qui ont été signés depuis que je me suis retiré. Le visage de Luc pâlit légèrement. Tous, tous. Après tout, je suis toujours le propriétaire de l'entreprise. Je dois savoir ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Luc but le reste de son whisky d'un seul trait. Je vais tout organiser. Après le dîner gênant, Henri se retira dans sa chambre. Mais il ne parvenait pas à dormir. Il décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des semaines, se promener dans le jardin. La nuit était claire, la lune éclairant les arbres, centenaires qui entourèrent la propriété. Ses pas le menèrent presque inconsciemment jusqu'au vieux platane au fond du jardin. Là, gravé sur le tronc depuis des années, se trouvait un cœur grossier que Mélissa et lui avaient fait ensemble. À l'intérieur du cœur, les initiales H+M. C'était leur endroit secret, où ils échangeaient des mots idiots, où Mélissa laissait des dessins pour que son père les trouve. Henri passa la main sur le tronc, la nostalgie lui faisant mal à la poitrine. Puis il sentit quelque chose d'étrange. Le creux naturel dans le tronc, où ils avaient l'habitude de laisser les messages, contenait quelque chose. Le cœur battant à tout rompre, il y plongea la main et en sortit un morceau de papier plié. Sous la lumière de la lune, il lut les mots écrits d'une écriture enfantine inimitable. « Papa, je suis vivante. Ne me cherche pas encore. Il te surveille. Fais-toi confiance. Souviens-toi de notre endroit secret. Tamel. » Les jambes d'Henri flanchèrent. Il tomba à genoux, serrant le papier contre sa poitrine. Les larmes coulèrent sans contrôle. Elle était vivante. Mélissa était vivante. Mais avec la joie écrasante vint une clarté brutale. Patricia et Luc avaient caché sa fille, l'avaient kidnappée. La gardèrent quelque part tout en feignant de le consoler. La fureur qu'Henri ressentit à ce moment-là était différente de tout ce qu'il avait jamais connu. Mais le message de Mélissa était clair. « Ne me cherche pas encore. Il te surveille. » Sa fille le protégeait, se montrant plus intelligente qu'il ne l'aurait cru. Henri rangea le papier dans sa poche et retourna à la maison d'un pas ferme. Il entra silencieusement, monta les escaliers. En passant devant la chambre qu'il partageait avec Patricia, il entendit des voix étouffées. Elle était au téléphone. Il s'adossa au mur écoutant. « Non, il n'a pas encore tout signé, il commence à poser des questions, » disait Patricia, la voix tendue. Luc est nerveux. Il pense qu'on devrait accélérer le plan. Silence pendant qu'elle écoutait la réponse. « Je sais que la petite est un problème, mais on ne peut pas simplement... » Elle fit une pause. « D'accord. Je vais organiser son transfert plus loin, peut-être dans la ferme de ton cousin dans le Massif central. Trop loin pour être retrouvé. » Henri serra les poings. Ils allaient déplacer Mélissa, ils devaient agir vite. Il prit son portable et envoya un message à Jeanne. « Confirmé. Ma fille est vivante et cachée. Il prévoit de la déplacer. J'ai besoin de vous demain matin. » La réponse arriva en quelques secondes. « J'y serai. Nous allons ramener votre fille. » Henri s'allongea dans la chambre d'amis, mais ne dormit pas. Il planifia. Mélissa avait besoin de lui, intelligent, pas impulsif. Il devait être l'homme d'affaires stratégique qu'il avait toujours été, mais luttant maintenant pour la chose la plus importante, sa famille. Dans la maison en Provence, Mélissa était également éveillée. Célia était revenue cet après-midi-là et lui avait murmuré que sa cousine avait réussi à laisser le message. Ce n'était plus qu'une question de temps. Son père saurait. Il viendrait la chercher. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Mélissa entendit le bruit d'une voiture arriver, des voix inconnues, des pas lourds. Elle se colla à la porte et entendit des bribes de conversation. « Faut être discret. La patronne la veut loin, très loin. »« Et la vieille ?» demanda une voix masculine rauque. « Elle vient avec. Elle ne peut pas rester ici en sachant tout. » Mélissa sentit la panique. Ils allèrent la déplacer. Et Célia était aussi en danger, pour l'avoir aidée. Elle regarda autour de la petite chambre. La fenêtre avait des barreaux, mais ils étaient vieux. Mélissa était mince. Si elle parvenait à tordre l'une des barres rouillées,
Avec une détermination qui aurait surpris n'importe quel adulte, la fillette de 8 ans commença à travailler sur la grille. Elle utilisa le pied du lit en métal comme levier. La rouille aida. Après 20 minutes d'efforts silencieux, l'une des barres céda suffisamment pour créer une ouverture étroite. Mélissa était petite. Elle passerait. Elle attendit que la maison devienne silencieuse. Vers 3 heures du matin, alors que même les hommes de main dormaient, elle se glissa par l'ouverture. La barre lui érafla les bras, mais elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. Avec une dernière poussée, elle était dehors. L'air froid de la nuit lui fouetta le visage. Elle était pieds nus, vêtue seulement de sa fine robe. Mais elle était libre. Elle regarda autour d'elle, s'orientant grâce aux étoiles comme son père le lui avait appris en camping. Paris était au sud-est. C'était loin. Très loin pour une fillette à pied. Mais Mélissa Chevalier n'allait pas abandonner. Elle se mit à courir en direction du chemin de terre disparaissant dans l'obscurité. À l'intérieur de la maison, Célia se réveilla avec un mauvais pressentiment. Elle se leva et alla à la chambre de Mélissa. La porte était verrouillée, comme toujours. Elle l'ouvrit avec la clé et alluma la lumière. Le lit était vide, la fenêtre avec une barre tordue. Célia porta la main à sa bouche, partagée entre la terreur et l'admiration. La petite s'était enfuie, et quand il le découvrirait le matin, ce serait l'enfer. Mais pour l'instant, Mélissa avait une longueur d'avance, et à Paris, son père était déjà armé de la vérité, prêt à détruire quiconque avait osé toucher à sa famille. L'aube peignait le ciel en orange lorsque Mélissa atteignit enfin l'autoroute. Ses pieds saignaient, sa robe était déchirée par les buissons, et le froid de la nuit avait rendu ses lèvres violettes. Mais elle continuait à marcher, se traînant sur le bas-côté, se cachant chaque fois qu'une voiture approchait. Elle ne pouvait pas faire confiance aux inconnus. Pas encore. Un panneau indiquait « Paris, 280 km ». La distance était impossible à pied. Mélissa s'assit sur une pierre tremblante, essayant de penser comme son père le ferait. Henri disait toujours « Quand tu as un grand problème, divise-le en petits problèmes. Problème 1. Elle avait froid. Problème 2. Elle avait besoin d'aide. Problème 3. Elle ne pouvait faire confiance à personne lié à Patricia ou Luc. Elle aperçut une petite église au loin, dans le hameau qui se formait après le virage de la route. Les églises étaient des lieux sûrs, sa grand-mère maternelle le disait toujours. Rassemblant les forces qui lui restaient, Mélissa marcha jusque-là. Le père Antoine balayait l'entrée lorsqu'il vit la fillette maigre, sale et pieds nus monter les marches. Le cœur de l'homme de 60 ans se serra. « Mon Dieu, mon enfant, que t'est-il arrivé ?» Mélissa le regarda avec ses yeux bruns pleins de larmes qu'elle refusait de verser. « S'il vous plaît, je dois téléphoner à mon père. C'est urgent. » À l'intérieur du presbytère, le prêtre lui offrit de l'eau, du pain et une couverture chaude. Mélissa mangea lentement, les mains tremblantes. Le père Antoine ne posa pas de questions, il attendit simplement. Des décennies à entendre des confessions lui avaient appris que les gens parlent quand ils sont prêts. Finalement, Mélissa murmura « Je m'appelle Mélissa Chevalier. Mon père est Henri Chevalier de Paris. Les gens pensent que je suis morte, mais on m'a cachée. Je me suis enfuie. Je dois lui parler, mais je ne peux pas appeler de mon numéro car il pourrait le tracer. » Le père Antoine garda son calme, bien qu'intérieurement il fût choqué. Le nom d'Henri Chevalier était connu dans tout le pays. Et si cette fillette disait la vérité, « Je vais t'aider, dit-il gentiment. Mais d'abord, occupons-nous de ses blessures. Ensuite, tu appelleras ton père. » Pendant que sœur Françoise, qui aidait à la paroisse, pansait les pieds de Mélissa, le père, Antoine chercha discrètement des articles sur la disparition. Il trouva des articles datant de 3 mois. La photo de Mélissa était identique à celle de la fillette dans sa maison, seulement en meilleure santé et plus heureuse. L'histoire tenait la route. À Paris, Henri était dans la salle de réunion de sa maison avec Jeanne Moreau. Sur la table, une carte de la région où se trouvait le domaine de Patricia, des documents financiers et le mot de Mélissa protégé dans un sac en plastique. « Je dois retrouver la trace des employés qui ont été licenciés », expliquait Jeanne. « L'un, d'eux pourrait savoir où se trouve votre fille. J'en ai déjà localisé 3. Je vais commencer les entretiens aujourd'hui. Combien de temps avons-nous avant qu'il ne la déplace? Difficile à dire. Mais d'après la conversation que vous avez entendue, c'est une question de jours. Le portable d'Henri sonna. Numéro inconnu.
Il faillit l'ignorer, mais quelque chose le poussa à répondre. « Allô? Monsieur Henri Chevalier? Oui, qui est à l'appareil? Le père Antoine, de la paroisse de Saint-Expédie à Apt, en Provence. Vous avez une fille qui s'appelle Mélissa. » Le monde s'arrêta. Henri s'agrippa à la table. « Oui, pourquoi? Parce qu'elle est ici avec moi, vivante, et elle demande à vous voir. » Henri faillit laisser tomber le téléphone. Jeanne se leva immédiatement, sentant l'urgence. « Elle va bien ?» réussit à demander Henri, la voix brisée. Effrayée, blessée aux pieds, amaigrie, mais vivante et courageuse, elle s'est enfuie de l'endroit où on la retenait. « Ne raccrochez pas. Ne la laissez pas sortir. J'arrive tout de suite. » Il regarda Jeanne. « Combien de temps pour aller à Apt? »« En voiture, environ 4 heures, » répondit Jeanne, prenant déjà ses clés. « Père, j'arrive dans 4 heures. Protégez ma fille, s'il vous plaît. Comptez sur moi, mon fils. Elle est en sécurité ici. » Henri entendit alors la voix qu'il n'avait pas entendue depuis 3 mois. « Papa? Mélissa? Mel, mon amour, c'est toi? »« C'est moi, papa. Je suis vivante. Ils m'ont cachée, mais je me suis enfuie. J'ai trouvé ton mot dans l'arbre. Enfin, tu as trouvé le mien d'abord, non? »« Je l'ai trouvé, mon amour. Et je viens te chercher maintenant. Ne bouge pas de là. Reste avec le prêtre. Papa arrive. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, plus que tout au monde. » Après avoir raccroché, Henri resta immobile un instant, laissant la prise de conscience l'envahir. Mélissa était vivante, vraiment vivante. Puis, l'adrénaline prit le dessus. « Allons-y, dit-il à Jeanne. Et nous devons être discrets. Si Patricia ou Luc découvrent que je vais chercher Mélissa, ils essaieront de vous en empêcher, compléta Jeanne. Je conduis. Vous appelez Robert, vous le mettez au courant. Nous aurons besoin d'une protection juridique à notre retour. » En chemin, Henri passa d'autres appels. À Robert, qui commença immédiatement à préparer une ordonnance de protection. À un médecin de confiance, qui accepta d'être de garde. À 2 gardes du corps discrets qui travaillaient avec Jeanne, leur demandant de surveiller l'hôtel particulier. « Vous avez prévenu votre femme que vous partiez ?» demanda Jeanne alors qu'il roulait sur l'autoroute du Soleil. « J'ai laissé un mot disant que j'allais régler des affaires de l'entreprise à Lyon. Elle y croira. »« Et quand vous reviendrez avec Mélissa, là le jeu changera. » Henri avait une lueur déterminée dans les yeux. « Je veux qu'ils se condamnent avec leurs propres mots. Je veux des preuves irréfutables avant d'agir. » De retour à l'hôtel particulier à Paris, Patricia trouva le mot d'Henri. Elle fronça les sourcils. Il voyageait rarement sans prévenir. Elle prit le téléphone et appela Luc. « Henri est parti pour Lyon sans vraiment me le dire. »« Il est bizarre ces derniers temps, » répondit Luc, la voix tendue. « Hier, il a demandé à revoir tous les contrats. Je crois qu'il se méfie. »« Impossible. Nous sommes prudents. »« Peut-être pas assez. » Luc fit une pause. « Et il y a un autre problème. J'ai appelé la ferme en Provence. La petite s'est enfuie pendant la nuit. »« Quoi ?» Patricia s'assit brusquement. « Comment est-ce arrivé ? » ?»« Je ne sais pas. Elle a tordu un barreau et s'est enfuie. Les hommes de main la cherchent, mais elle a des heures d'avance. Si elle arrive à parler à quelqu'un et qu'elle raconte, c'est pour ça que je dis qu'il faut agir maintenant. Tout transférer aujourd'hui, pendant qu'Henri est absent. Après, si la petite réapparaît, ce sera sa parole contre la nôtre. Une enfant traumatisée à l'imagination fertile. » Patricia se mordit la lèvre. « Tu es sûr ? » ?»« Certain. Je vais préparer les derniers papiers. Demain, l'entreprise sera à nous. » Pendant qu'ils conspiraient, Henri arrivait à Apt. La paroisse était simple, mais accueillante. Le père Antoine le reçut à la porte. « Vous devez être son père. Elle a vos yeux. Où est-elle ? » ?»« Dans la pièce du fond, elle se repose. Allez-y doucement. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. » Henri entra lentement. Mélissa était assise sur un vieux canapé, enveloppée dans une couverture, les pieds bandés. Quand elle vit son père, ses yeux s'emplirent de larmes. « Papa !» Henri traversa la pièce, en 2 enjambées, et la serra dans ses bras comme s'il voulait les fondre en un seul être. Mélissa pleura contre sa poitrine, sanglotant toute la peur, toute la solitude, toute la terreur des derniers mois. « Tu es là, tu es vraiment là !» répétait Henri en lui embrassant le sommet de la tête. « Je le savais. Mon cœur savait que tu étais vivante. Ils m'ont cachée. Et Célia a essayé d'aider, mais elle avait peur.
Je sais, mon amour. Je sais tout maintenant. Et ils vont payer. Mais d'abord, on va t'emmener dans un endroit sûr. » Jeanne entra discrètement. « Henri, le médecin attend dans la voiture. Nous devons l'examiner. » Mélissa s'agrippa à la chemise de son père. « Ne me laisse pas, papa. Plus jamais, mon amour. Plus jamais. » Après que le médecin eut confirmé que Mélissa allait bien physiquement, juste dénutrie et légèrement blessée, ils prirent la route du retour. Mais pas vers l'hôtel particulier. Jeanne les conduisit dans un hôtel discret en périphérie de Paris, enregistré sous un faux nom. Dans la chambre sécurisée, Henri entendit enfin toute l'histoire. Mélissa raconta la journée au domaine, comment Patricia l'avait emmenée se promener et que soudain, des hommes étranges étaient apparus. Comment elle s'était réveillée dans la maison en Provence, prisonnière mais pas maltraitée physiquement. Comment Célia s'était occupée d'elle avec la peur dans les yeux. Et surtout, comment elle avait entendu Patricia et Luc au téléphone, planifiant non seulement de la cacher, mais aussi de s'emparer de tout ce qui appartenait à son père. « Il voulait que je disparaisse pour que tu sois triste », expliqua Mélissa avec une logique d'enfant. « Et quand tu es devenue très triste, ils t'ont fait signer des papiers. C'est Célia qui me l'a dit. » Henri enregistra tout en vidéo, avec sa permission. C'était une preuve. Un témoignage. La vérité sortie de la bouche d'une enfant que personne ne pourrait ignorer. « Maintenant vient la partie difficile, » dit-il à Jeanne après que Mélissa se fut endormie, épuisée. « Je dois faire avouer Patricia et Luc d'une manière qui soit enregistrée, documentée, irréfutable. »« J'ai une idée, » répondit Jeanne, « mais cela exigera que vous soyez le meilleur acteur de votre vie. »« Pour ce qu'ils ont fait à ma fille ?» Henri avait le regard froid d'un prédateur. « Je serai capable de tout. Le plan était risqué mais nécessaire. Henri passerait les 2 jours suivants à préparer le piège parfait. Mélissa resterait cachée à l'hôtel, sous la protection de gardes du corps engagés par Jeanne, tandis qu'il retournerait à l'hôtel particulier pour jouer la comédie de sa vie. Le lendemain matin de leur retrouvaille, Henri rentra chez lui comme si de rien n'était. Il trouva Patricia en train de prendre son café sur la terrasse, feuilletant un magazine de décoration. « Salut, le chéri. Bon voyage ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Productif, j'ai réglé quelques affaires. » Henri se servit un café, observant chacun de ses mouvements. « Où est Luc ? Il ne devrait pas tarder. Nous avons quelques derniers documents à te faire signer aujourd'hui, concernant la restructuration de l'entreprise. »« Ah oui ?» Henri s'assit, feignant la fatigue. « Patricia, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À Mélissa, à tout. » Elle le regarda enfin, alerte. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je crois que je dois accepter qu'elle est partie, qu'elle ne reviendra pas. » Henri força sa voix à trembler. « Je me suis accroché à de faux espoirs et ça me détruit. » Patricia lui prit la main, les yeux brillants de quelque chose qu'elle essayait de faire passer pour de la compassion. « Oh, chérie, je suis contente que tu commences à l'accepter. C'est le premier pas vers la guérison. Oui, et en y pensant, je crois que vous avez raison, toi et Luc. Je dois m'éloigner de l'entreprise pendant un certain temps, peut-être voyager, découvrir de nouveaux endroits, vous laisser gérer les affaires. »« Tu es sûr ?» Patricia peinait à cacher son excitation. « Certain. En fait, je pensais à signer une procuration générale pour vous deux. Je te fais confiance, ainsi qu'à mon frère. Vous êtes les seules personnes qui m'ont soutenu dans ce moment. Difficile. » Patricia lui serra la main plus fort. « Nous nous occuperons de tout, tu peux être tranquille. » Quand Luc arriva 1 heure plus tard, Patricia lui avait déjà tout raconté. Le frère d'Henri parvenait à peine à dissimuler son triomphe. « Vraiment, mon frère, tu veux tout nous confier ? » ?»« Pas tout, juste la gestion opérationnelle. » Henri garda son ton las. « Je resterai le propriétaire, bien sûr. Mais vous déciderez au jour le jour. Les investissements, les contrats, les partenariats. Je fais confiance à votre jugement. »« C'est beaucoup de responsabilités, » dit Luc, mais ses yeux disaient le contraire. « Vous le méritez. » Henri se leva. « Je vais me reposer un peu. Pouvez-vous préparer les documents pour que je les signe demain ?»« Bien sûr, » répondit rapidement Patricia. « Je vais demander aux avocats de tout rédiger aujourd'hui. » Après qu'Henri fut monté, Luc et Patricia se regardèrent. C'était trop beau pour être vrai. « Tu crois qu'il se doute de quelque chose ?» murmura Luc. « Impossible. Il est brisé. Vaincu.
Il a enfin accepté qu'il a perdu sa fille et il abandonne tout. Patricia sourit. Demain, quand il signera, nous aurons le contrôle total. Après, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un accident commode. Fais attention, Patricia. On ne peut pas être négligent maintenant. Je sais. Mais nous sommes si proches. Elle regarda autour de l'hôtel particulier luxueux. Tout ceci sera à nous. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jeanne avait installé des micros extrêmement discrets dans toute la maison pendant le voyage d'Henri. Chaque mot était enregistré sur un serveur sécurisé. À l'hôtel, Mélissa regardait des dessins animés, mais son esprit était avec son père. Il avait promis que tout irait bien, qu'elle pourrait bientôt rentrer à la maison, mais la fillette avait peur. Et si Patricia et Luc découvraient le plan? Et s'ils faisaient du mal à son papa? Jeanne s'assit à côté d'elle. « Ton père est très intelligent, tu sais. Il fait semblant pour attraper les méchants. Comme dans un film? Exactement comme dans un film. Et tu es l'héroïne qui s'est échappée et qui a prévenu le héros. » Mélissa sourit pour la première fois depuis des jours. « Alors tout va bien se passer? » « Oui. » Jeanne serra la fillette dans ses bras. « Dans 2 jours, tu seras de nouveau à la maison. Et ces mauvaises personnes iront loin, pour toujours. » Ce soir-là, Henri dîna avec Patricia et Luc. La conversation fut superficielle, mais il percevait les regards qu'ils échangeaient, les sourires contenus. Ils célébraient prématurément. « Henri, commença Luc en se servant du vin. Demain, en plus de la procuration, nous aimerions que tu signes quelques autres documents. Des transferts de propriété, une restructuration des actions. Tout pour protéger le patrimoine pendant ton voyage. Bien sûr, je vous fais confiance. » Henri but de l'eau, ne touchant plus jamais à rien de ce qu'il préparait. « Vous êtes ma famille. » Patricia lui toucha le visage. « Et tu es des nôtres. Pour toujours. » L'hypocrisie était nauséabonde, mais Henri garda son masque. Le lendemain, la salle de réunion de l'hôtel particulier était prête. Sur la grande table en acajou, des piles de documents attendaient la signature d'Henri. Les avocats de Luc étaient présents, mais Robert Durand avait été commodément tenu à l'écart sous un prétexte quelconque. « On commence » demanda Luc, impatient. « Avant, j'ai une demande, » dit calmement Henri. « Je veux comprendre exactement ce que je signe. Pouvez-vous m'expliquer chaque document ?» Luc et Patricia se regardèrent, irrités, mais acceptèrent. Ils passèrent l'heure suivante à expliquer chaque clause. Henri posait des questions, demandait des éclaircissements, prenait des notes. Tout était enregistré, bien sûr. Chaque explication, chaque confirmation que ces documents leur transféreraient le contrôle total. Finalement, Luc lui tendit le stylo. « Voilà, il ne manque plus que ta signature. » Henri prit le stylo, le fit tourner entre ses doigts, regarda Patricia, puis Luc. « J'ai une dernière question. »« Dis » répondit Patricia, essayant de paraître patiente. « Où est ma fille ?» Le silence qui suivit fut absolu. Luc devint blême. Patricia ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. « Henri, » commença-t-elle, « tu sais où elle est ?»« Mélissa, elle s'est perdue au domaine. C'était une tragédie. »« Vraiment ?» Henri posa le stylo sur la table. « Parce que j'ai reçu des informations différentes, d'une source très fiable. »« Quelles informations ?» Luc essaya de paraître confus, mais la panique était évidente dans ses yeux. « Que ma fille ne s'est pas perdue, qu'elle a été cachée, par vous. »« C'est absurde, » se leva Patricia, la voix montant. « Qui te met ces idées folles en tête? Tu ne vas pas bien, Henri, le deuil te fait délirer. »« Peut-être. » Henri resta calme. « Ou peut-être que je suis plus lucide maintenant que je ne l'ai été depuis des mois. C'est drôle comme ma tête s'est éclaircie quand j'ai arrêté de boire le thé que tu me prépares tous les soirs, celui avec un goût légèrement amer. »« Henri, pour l'amour de Dieu, intervint Luc, tu accuses ta propre femme de t'empoisonner? C'est de la paranoïa. »« Ah oui ?» Henri ouvrit sa mallette et en sortit des papiers, parce que le laboratoire qui a analysé des échantillons du thé a trouvé des sédatifs. Rien. De mortel, bien sûr. Juste assez pour me garder confus, malléable, dépendant. Patricia se rassit lentement, son visage perdant toute couleur. « Où as-tu eu ça ?»« J'ai mes sources, tout comme j'ai découvert les 3 sociétés offshore que vous avez créées, les transferts d'actifs, le fait que le premier mari de Patricia soit mort dans des circonstances opportunes avant de pouvoir témoigner contre elle dans une affaire de fraude. » Luc se leva brusquement. « Ça ne prouve rien. »« Non? Et ça ?»
Henri posa sur la table une photo de Mélissa sortant de l'église d'Apt, prise par le prêtre le jour du sauvetage. « Où ça ?» Il tapota sur sa tablette et une vidéo se lança. C'était Mélissa à l'hôtel, racontant tout. L'enlèvement, la captivité, les conversations qu'elle avait entendues, tout. Patricia se leva en titubant. « Comment? Où l'as-tu trouvée ?»« Elle m'a trouvée. Ou plutôt, elle s'est enfuie de l'endroit où vous la teniez prisonnière, et elle m'a trouvée. » Henri sourit froidement. « Ma fille de 8 ans a été plus intelligente que vous deux réunis. » Luc se précipita vers la porte, mais elle s'ouvrit avant qu'il n'atteigne la poignée. Jeanne entra, accompagnée de 2 policiers en civil. « Monsieur Luc Chevalier, Madame Patricia Chevalier. » La détective Jeanne montra un insigne. « Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, extorsion, fraude et tentative d'appropriation illicite de patrimoine. »« C'est absurde !» cria Patricia. « Il invente tout. La petite est morte. » « Vraiment ?» Henri alla à la porte et fit un signe. Mélissa entra, petite mais courageuse, tenant la main de Robert Durand. Le choc sur les visages de Patricia et Luc aurait été comique dans d'autres circonstances. Mélissa les regarda, ses yeux ne montrant aucune peur, seulement de la détermination. « Je ne suis pas morte, et mon père sait tout ce que vous avez fait. » Patricia tenta une dernière carte tombant à genoux. « Mélissa, ma chérie, c'était un malentendu. Nous te protégions de... »« De qui ?» l'interrompit Mélissa. « De vous-même ?» Les policiers passèrent les menottes à Luc et Patricia tout en leur lisant leurs droits. Jeanne avait tout, les enregistrements, les documents, le témoignage de Mélissa et même l'aveu partiel de Célia, qui avait été retrouvée et avait accepté de témoigner en échange d'une protection pour sa famille. Alors qu'on les emmenait, Patricia regarda Henri une dernière fois. « Tu nous as trompés. » « Non. » Henri serra Mélissa dans ses bras. « Vous vous êtes trompés en pensant que vous pouviez détruire ma famille et vous en sortir impunément. Vous avez sous-estimé l'amour d'un père et le courage d'une fillette incroyable. Après que la maison se fut vidée, le père et la fille restèrent seuls dans le salon. Henri s'agenouilla devant elle. « Tu as été si courageuse, Mel, si intelligente. Tu m'as sauvée autant que je t'ai sauvée. On est une équipe, papa, la meilleure équipe du monde. » Ils se prirent dans les bras et pour la première fois depuis des mois, l'étreinte n'était pas douloureuse. Seulement du soulagement, de l'amour et la promesse d'un nouveau départ. 3 semaines plus tard, le matin filtrait doucement par la fenêtre de la chambre de Mélissa. Elle se réveilla lentement, s'étirant sur le matelas confortable, serrant l'ours en peluche qui avait été récupéré parmi ses affaires. Un instant, encore à moitié endormie, la panique du souvenir tenta de l'envahir. Mais elle entendit alors le bruit familier de la vaisselle dans la cuisine, l'odeur des crêpes en préparation, et elle se souvint, elle était à la maison. Elle était en sécurité. Elle était avec son père. Henri était dans la cuisine quand elle descendit, pieds nus et en pyjama, les cheveux en bataille. Il sourit en la voyant, ce sourire qu'elle pensait ne plus jamais revoir. « Bonjour, ma marmotte. J'ai fait tes crêpes préférées, avec des fraises et du miel. » Mélissa grimpa sur le tabouret et regarda son père servir le petit déjeuner. La cuisine était différente, plus simple, plus accueillante. Henri avait renvoyé toute l'ancienne équipe d'employés, ceux engagés par Patricia, et il n'avait plus que l'aide de Madame Lourde, une dame joyeuse recommandée par Robert qui venait 3 fois par semaine. « Papa, je peux te demander quelque chose ?»« Toujours, mon amour. Tu es encore triste ? À propos de tout ce qui s'est passé ?» Henri s'assit à côté d'elle, pensif. « Oui, mais pas de la même façon. Avant, c'était une tristesse qui me noyait. Maintenant, c'est plus une cicatrice. Ça fait mal parfois, mais ça me rappelle que j'ai survécu. Que nous avons survécu. » Mélissa mordit dans sa crêpe. « Et Célia, tu avais dit que tu l'aiderais ? C'est déjà fait, elle et son petit-fils, et sont dans un appartement sécurisé dans une autre ville, loin de toute personne liée aux méchants. » Henri avait encore du mal à prononcer les noms de Patricia et Luc, et elle est suivie par une psychologue, tout comme toi. Les séances avec la docteure Marina avaient commencé 1 semaine après le sauvetage. Mélissa avait d'abord résisté, craignant de revivre les traumatismes, mais Marina était douce et patiente.
Elle jouait avec de la pâte à modeler, dessinait, et peu à peu, Mélissa digérait tout ce qui s'était passé. Les cauchemars revenaient encore, mais moins souvent. « Aujourd'hui, on a une surprise », annonça Henri après le petit déjeuner. « Quelle surprise ?»« C'est une surprise, voyons. Si je te le dis, ce n'en est plus une. » 1 heure plus tard, ils étaient en voiture, traversant la ville. Mélissa essayait de deviner où ils allaient, mais Henri se contentait de sourire mystérieusement. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un refuge pour animaux. « Tu te souviens quand tu m'as demandé un chien ?» demanda Henri. « Avant que tout n'arrive ?» Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent. « Sérieux, papa? On va adopter un chien? Si tu en as toujours envie. »« J'en ai envie. Très envie. » À l'intérieur du refuge, une bénévole les accueillit avec enthousiasme. Mélissa passa devant les enclos des chiens, observant chacun avec attention. Il y avait des chiots excités, des chiens adultes calmes, tous attendant une famille. Puis elle le vit dans le coin d'un box, un corneau couleur caramel de taille moyenne, une patte bandée, qu'il observait avec des yeux tristes. « Celui-là, » désigna Mélissa. « Je veux celui-là. »« Ah, lui c'est Tonnerre, » expliqua la bénévole. « On l'a trouvé blessé dans la rue. Il était effrayé, dénutri, mais il se remet bien. »« Comme moi, » murmura Mélissa. Henri s'agenouilla à côté d'elle. « Tu es sûr? Il y a des chiots plus jeunes, plus joueurs. J'en suis sûr, il a besoin d'une famille, comme moi j'avais besoin de revenir vers toi. » Henri sentit ses yeux le piquer. Alors Tonnerre rentra à la maison avec nous. Pendant que la bénévole préparait les papiers d'adoption, Mélissa s'assit par terre dans le box. Tonnerre s'approcha lentement, encore méfiant. Mais quand elle tendit la main, il la renifla, puis lui lécha les doigts. La fillette éclata de rire, un son qui remplit le cœur d'Henri. De joie. C'était son premier rire sincère depuis le sauvetage. Les jours suivants, une routine commença à s'installer. Mélissa était retournée à l'école, bien que dans un nouvel établissement, plus petit et plus accueillant. Henri avait tenu à parler personnellement à la directrice, expliquant la situation sans entrer dans les détails traumatisants. Mélissa serait juste une élève comme les autres, sans projecteur, sans questions indiscrètes. Les autres enfants l'acceptèrent facilement. Elle se lia d'amitié avec Laura, une fille à lunettes qui aimait dessiner autant qu'elle, et avec Pierre, un garçon drôle qui avait toujours de mauvaises blagues qui faisaient rire. Tout le monde. Le soir, Henri l'aidait à faire ses devoirs. Ils préparaient le dîner ensemble, et toujours, avant de dormir, il l'accompagnait dans sa chambre et lui lisait une histoire. Peu importait que Mélissa sache déjà lire seule. Ce rituel était le leur, sacré, immuable. « Papa, » dit Mélissa un soir, alors qu'Henri finissait de lire un conte de fées. « Tu as une petite amie maintenant ?» Henri rit. « Non, Mel. Pourquoi ?»« Juste par curiosité. Tu devrais en avoir une pour ne pas être seul. Je ne suis pas seul, je t'ai, toi, et Tonnerre. Et notre équipe. Mais quand je serai grande et que j'habiterai seule, tu seras seule. » Henri lui caressa les cheveux. « Quand tu seras grande et que tu habiteras seule, je serai bien trop fier pour me sentir seule. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une vie bien remplie. Toi, l'entreprise, les amis. D'accord. Mais si une dame gentille se présente, tu peux sortir avec elle. Mais je dois la rencontrer d'abord et l'approuver. » « Marché conclu, » accepta Henri en souriant. « Maintenant, dors. Demain, il y a école. » Un mois après l'arrestation, le procès de Patricia et Luc fit la une des journaux. Henri veilla à tenir Mélissa à l'écart des médias, mais il témoigna lui-même. Les preuves étaient irréfutables, les enregistrements, les documents, le témoignage de Célia, les registres financiers frauduleux. Patricia tenta de prétendre qu'elle avait été manipulée par Luc. Luc tenta de prétendre qu'il avait été manipulé par Patricia, mais Jeanne présenta des preuves que tous deux avaient tout planifié ensemble depuis le début. Leur liaison avait commencé des mois avant l'enlèvement de Mélissa, et le plan pour s'emparer de la fortune d'Henri avait été méticuleusement orchestré. La sentence fut sévère. 12 ans de prison pour chacun, pour enlèvement, extorsion et fraude. De plus, ils furent contraints de restituer toutes les sommes détournées et de verser des dommages et intérêts à Henri et Mélissa pour le préjudice moral. Quand Robert apporta la nouvelle, Henri ne ressentit pas de joie. Juste un vide là où il y avait eu de la colère. « Tu n'as pas l'air heureux de la victoire, » commenta Robert. « Il ne s'agit pas de victoire.
Il s'agit de justice. Et la justice n'efface pas ce que Mélissa a vécu. Elle ne me rend pas les 3 mois que j'ai perdu à croire ma fille morte, mais elle est là, vivante. C'est ça la vraie victoire. Henri hocha la tête. Tu as raison. 6 mois après le sauvetage, Henri prit une décision importante. Il vendit l'hôtel particulier. Cet endroit était trop contaminé par de mauvais souvenirs. Il acheta une maison plus petite, plus chaleureuse, dans une résidence calme avec d'autres familles. Elle avait un grand jardin où Tonnerre pouvait courir, un arbre parfait pour construire une cabane, et des voisins qui devinrent des amis. Dans l'entreprise, il apporta des changements. Il engagea une nouvelle équipe de confiance, restructura entièrement la direction et créa un fonds d'investissement social au nom de Mélissa, destiné à aider les enfants victimes d'enlèvement et de maltraitance. Ce serait son héritage, transformant la douleur en aide. Un dimanche après-midi, Henri et Mélissa étaient dans le jardin de la nouvelle maison. Ils l'aidaient à peindre la cabane dans l'arbre qu'ils avaient construit ensemble au cours des dernières semaines. Mélissa avait choisi la couleur, un jaune joyeux, couleur de soleil. « Papa, regarde, j'ai réussi à peindre sans déborder. »« C'est parfait, mon amour, tu es une artiste. » Mélissa descendit de l'échelle et serra son père dans ses bras, laissant une trace de peinture jaune sur sa chemise. Henri s'en moqua. « Tu sais à quoi je pense ?» dit-elle. « À quoi ? Qu'on a de la chance. »« De la chance ? Après tout ça ? » ?»« Oui, parce que ça aurait pu être pire, mais on est forts tous les deux, et on sait l'un l'autre. C'est ça la chance. » Henri serra sa fille plus fort, émerveillé par la sagesse de cet enfant de 8 ans. « Tu as absolument raison, nous avons beaucoup de chance. » Ce soir-là, après le dîner, Henri trouva Mélissa dans sa chambre, écrivant dans un nouveau cahier que la docteure Marina lui avait offert. « Qu'est-ce que tu écris ?»« Mon histoire. La docteure a dit qu'écrire aide à digérer. Alors je raconte tout ce qui s'est passé, mais à ma façon, avec une fin heureuse. Je peux lire quand j'aurai fini. Mais je te donne un indice. À la fin, la princesse n'a pas besoin d'un prince pour être sauvée. Elle se sauve toute seule, et le roi, qui est son père, l'aide. Parce qu'ils sont une équipe. » Henri lui embrassa le sommet de la tête. « J'adore cette fin. » 2 semaines plus tard, un samedi ensoleillé, Henri organisa un barbecue à la maison. Il invita Robert et sa famille, Jeanne et son compagnon, Madame Lourdes, la docteure Marina, et les familles des nouveaux amis de Mélissa. Le jardin se remplit de rires, de musique et de l'odeur de la bonne nourriture. Mélissa courait sur la pelouse avec Laura et Pierre, poursuivant Tonnerre, qui aboyait joyeusement. De temps en temps, elle regardait son père et lui adressait un large sourire, juste comme ça, parce qu'elle était heureuse, parce qu'elle était vivante. Robert s'approcha d'Henri alors qu'il retournait les brochettes sur le grill. « Tu as fait un travail incroyable, mon ami. Beaucoup de pères n'auraient pas eu la force que tu as eue. » Ce n'était pas de la force, c'était de l'amour. Et c'était aussi Mélissa. C'est elle qui m'a sauvé autant que je l'ai sauvée. N'empêche, regarde-la. Elle est heureuse, équilibrée, souriante. Ça aurait pu être si différent. Je sais. Henri observa sa fille. Et j'en suis reconnaissant chaque jour, chacun de ses rires, chaque cauchemar qui ne vient pas, chaque moment normal et un cadeau. Au crépuscule, quand tout le monde fut parti, Henri et Mélissa s'assirent sur la terrasse, regardant le coucher du soleil. Tonnerre dormait à leurs pieds, épuisé par tant de jeux. « Papa, » dit doucement Mélissa, « tu crois qu'un jour j'oublierai tout ce qui s'est passé ?» Henri réfléchit attentivement avant de répondre. « Je ne pense pas que tu oublieras, mais je pense que ça fera moins mal. Et un jour, le souvenir des mauvais mois sera plus petit que les souvenirs des bonnes années que nous allons encore avoir. J'aime bien cette idée. Moi aussi, mon amour. Moi aussi. » Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose, le père et la fille restèrent là, dans un silence confortable. Ils n'avaient pas besoin de mots. La présence de l'un et de l'autre suffisait. Henri pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, la douleur, la peur, la trahison. Mais il pensa aussi au courage de Mélissa, à l'amitié de Robert, à la compétence de Jeanne, à la bonté de Célia, à la sagesse de la docteure Marina. Il pensa au fait que les bonnes personnes existaient encore, même quand les mauvaises tentaient de l'emporter.
Et en regardant Mélissa, il ne vit pas une victime, mais une survivante. Une fillette forte, intelligente, capable de transformer un traumatisme en croissance. Elle serait incroyable, il le savait. Elle l'était déjà. « On rentre ?» bâilla Mélissa. « J'ai sommeil. »« Allons-y. Demain est un autre jour. »« Un bon jour ?» demanda-t-elle, comme elle le faisait chaque soir depuis son retour. « Le meilleur des jours, » répondit Henri, comme il le faisait chaque soir depuis son retour. Et ainsi, main dans la main, ils rentrèrent à la maison. Tonnerre les suivit, la queue battante. La porte se referma doucement derrière eux, laissant dehors les ombres du passé. À l'intérieur, il y avait de la lumière, il y avait de l'amour, il y avait un avenir. Et par-dessus tout, il y avait une seconde chance qu'ils ne gaspilleraient pas. Parce qu'Henri Chevalier avait appris la leçon la plus importante. Le vrai pouvoir ne résidait pas dans les empires commerciaux ou les fortunes accumulées, mais dans la capacité d'aimer, de protéger, de reconstruire. Et Mélissa Chevalier, à 8 ans, avait appris que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une étincelle d'espoir. Que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'avancer malgré elle, et que parfois les histoires les plus terribles peuvent avoir les plus belles fins, non pas parce que le mal a été vaincu, bien qu'il l'ait été, mais parce que l'amour a prévalu, et il prévaudrait toujours. Fin de l'histoire. Si le parcours d'Henri et Mélissa a touché votre cœur, sachez que vous trouverez ici de nombreuses autres histoires de résilience, d'amour et de seconde chance. Des familles qui se retrouvent, des cœurs qui guérissent et des gens ordinaires faisant preuve d'un courage extraordinaire. Car nous sommes tous, d'une certaine manière, un Henri cherchant notre Mélissa, ou une Mélissa retrouvant le chemin de la maison. Si ces mots ont résonné en vous, laissez un j'aime. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui réchauffent l'âme. Et dans les commentaires, dites-nous, croyez-vous que l'amour peut vaincre n'importe quelle adversité? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un aujourd'hui. À la prochaine aventure.